Bonsoir à tous et bienvenue dans notre émission Vox Live. Ce soir, nous aborderons un sujet crucial pour l'avenir de notre continent, la guerre informationnelle, dans un monde où l'information circule à une vitesse vertigineuse et où les récits façonnent les perceptions. L'Afrique se retrouve à la croisée des chemins. Les récits véhiculés par les médias internationaux, souvent biaisés, peuvent influencer les opinions et les décisions politiques tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de nos frontières. Face à cette réalité, la question se pose: comment l'Afrique peut-elle prendre le contrôle de son récit? Pour y répondre, je suis entourée de Frédéric Tchoungui. Bonsoir, vous êtes analyste politique. Bonsoir. À ma gauche, Jules Domché, bonsoir, vous êtes analyste politique, auteur du livre Médias comme instrument de politique étrangère en Afrique. Et justement, cet ouvrage, il va résumer un petit peu l'essentiel de cette émission. On l'a évoqué, on est dans un monde hyper connecté où les flux d'informations influencent la politique, l'économie, la perception des peuples. Jules, de quelle façon ? Mais de la façon, j'ai envie de dire, la plus simple. Vous qui êtes journaliste, qui présentez Vox News, qui est la session d'information sur Vox Africa, vous apportez une information auprès des téléspectateurs. Et si vous voulez, c'est à travers le travail que vous faites que les opinions se façonnent. Les téléspectateurs se font une opinion de ce qui se passe à travers le monde, généralement grâce au travail des médias et des journalistes. Et comme justement, les populations n'ont pas le même accès que vous à l'information. Vous avez, c'est le cas ici à Vox Africa, une ligne éditoriale qui vous amène à choisir un angle de traitement de l'information. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous conditionnez la perception de vos téléspectateurs par rapport à un point de vue qui est le vôtre. Donc, c'est pour cela que nous, on a pensé que la question des médias est une question cruciale, parce que, comme vous l'avez souligné dans votre introduction, il est question du narratif, parce que c'est comment est-ce qu'on apporte l'information. Parce que le fait, lui, n'est pas discutable. C'est le traitement du fait qui fait toute la différence. Donc, c'est en cela que les médias peuvent s'avérer être très dangereux et ils peuvent également être très utiles parce que dans les missions qui sont dévolues aux médias, il y a effectivement une mission d'éducation. Voilà. Donc vous parlez de narratif, il y a évidemment d'autres répercussions comme l'ingérence étrangère, la souveraineté numérique des États, les cyberattaques, l'influence. On va peut-être commencer cette première partie en parlant de narratifs déformés. Je me tourne vers vous, Frédéric. Selon vous, comment est-ce que les médias internationaux ils façonnent cette image de l'Afrique ? Tout d'abord, je pense qu'il faut revenir un petit peu à l'histoire. On se rend compte que toutes les grandes civilisations ont toujours maîtrisé leurs médias. C'est-à-dire que je prends l'exemple, par exemple, de l'Allemagne nazie, qui a fait énormément de propagande avec Joseph Goebbels, par exemple, ou encore je prends pour exemple l'Union soviétique, ensuite pour faire passer ses idées, les idées de gauche socialiste, social-communiste. On regarde aussi, par exemple, les différents gouvernements en Amérique du Sud. On se rend compte qu'eux aussi, les gouvernements socialistes du Venezuela, par exemple, ou d'autres pays qui ont maîtrisé cette information afin de pouvoir distiller et conditionner l'ensemble de la population, mais aussi les médias internationaux, pour pouvoir se réapproprier donc cette information avant que d'autres personnes ne puissent donner des informations qui les concernaient. Donc je pense que c'est très important de maîtriser les médias et je pense aussi qu'il faut faire une corrélation entre les médias et la maîtrise de son territoire. Parce qu'en général, lorsque des médias internationaux relaient des informations sur, par exemple, le continent africain, je prends un exemple, on se rend compte que c'est parce que, en général, les pays ne maîtrisent pas totalement leur espace. Et ce qui fait que nous avons les informations qui se passent, nous-mêmes, nous ne les connaissons pas parce que nous couvrons mal en fait, l'entièreté de notre État. Donc c'est pour ça que c'est important que médias information soient toujours reliés avec un État puissant. Ce que je peux dire aussi pour compléter ce que Frédéric vient de dire, c'est que à la question de savoir comment ce narratif est façonné, c'est que vous avez aujourd'hui des médias que vous qualifiez d'internationaux. Moi, je mets les médias africains également dans le lot, parce que ce sont des médias internationaux. Je pourrais parler ici peut-être des médias occidentaux, si vous préférez. Alors, il y a un narratif qui est construit, parce que la question qu'il faut se poser à la base, c'est pourquoi quelqu'un crée un média ? Pourquoi un État va créer un média ? C'est-à-dire, nous, autres Africains, nous devons demander aujourd'hui quel intérêt l'État français, par exemple,
a à financer France Média Monde? Quel intérêt l'État britannique a à financer la BBC? Et il faut savoir en réalité que de tout temps, le média permet de contrôler l'opinion, déjà en interne, mais aussi à l'extérieur. C'est pour ça que le titre du livre, c'est « Médias comme instrument de politique étrangère ». Vous voyez bien que les médias font partie, si vous voulez, d'un corpus qui ancre dans le grand ensemble de la politique étrangère. Donc, quand on a commencé à mettre ces médias-là, c'est pour justement vendre un point de vue hors de son territoire, faire une propagande. Si on prend les radios aujourd'hui, RFI par exemple, c'est une radio qui à la base était coloniale. Elle a juste évolué au fur et à mesure pour devenir Radio France Internationale. Et à l'époque, on l'appelait émission vers l'étranger. C'est-à-dire que c'est une information qu'on traite pour l'extérieur parce qu'on veut que ceux qui vont nous écouter à l'extérieur aient une certaine perception. Et l'une des raisons pour lesquelles des chaînes comme Vox Africa ont vu le jour, c'est justement pour tordre le cou à ce narratif qui était fait sur l'Afrique, où on présentait l'Afrique comme le continent des guerres, de la misère, comme étant le continent des pandémies. Et la perception des autres sur l'Afrique était biaisée déjà à ce moment-là, et même la perception des Africains sur eux-mêmes était biaisée parce que tout ce qu'il a apporté des informations venait d'ailleurs avec un narratif totalement construit. Donc aujourd'hui, heureusement qu'il y a des efforts qui sont faits dans ce sens-là pour pouvoir avoir un autre narratif. C'est-à-dire Vox Africa, par exemple, vient et dit, écoutez, l'Afrique, ce n'est pas que ça. C'est vrai, il y a des guerres en Afrique, mais il y a des guerres partout dans le monde. C'est vrai, il y a des gens qui meurent en Afrique, mais ce n'est pas seulement l'apanage de l'Afrique, mais au-delà de ça, il y a d'autres choses extraordinaires en Afrique. Il y a des gens qui font des choses extraordinaires en Afrique. Essayons de montrer les deux faces de la pièce pour que l'opinion puisse elle-même se faire sa propre idée. Alors, juste pour rebondir sur ce qui a été dit, je pense que c'est très important de comprendre d'abord que le média fait partie du pouvoir. C'est-à-dire qu'on a trois pouvoirs normalement, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Le quatrième pouvoir, c'est le pouvoir médiatique. Pourquoi? Parce qu'il contrôle l'opinion, c'est-à-dire qu'il donne la tendance. C'est-à-dire on va plus se focaliser sur telle ou telle information qu'une autre. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, il y a différentes tendances qui se matérialisent, que ce soit sur le continent africain, comme vous l'avez évoqué, par exemple, avec les grandes pandémies que la presse internationale tend à mettre en avant. Mais effectivement, si on arrive à avoir des médias comme celui-ci, qui arrivent à porter une autre information, et que nous arrivons donc à contrecarrer cela et à montrer ce qu'il y a de positif sur le continent africain et aussi dans les diasporas, comme on le fait aujourd'hui, je pense que nous allons arriver à contrôler donc ce quatrième pouvoir-là et qui va nous permettre, nous aussi, d'avoir accès au développement. Je vais aussi prendre le cas de la Chine, parce que c'est très important. Aujourd'hui, la Chine contrôle totalement sa communication. C'est-à-dire qu'on a parlé via ses propres réseaux sociaux. Via ses propres réseaux sociaux, via aussi le fait qu'elle se déploie dans le monde et que maintenant elle est représentée un peu partout et qu'elle peut, entre guillemets, se faire l'apanage de ses propres réussites. C'est ça le plus important, c'est que lorsqu'une personne raconte votre histoire à votre place, en général, il la déforme. Tandis que si vous-même, vous racontez votre histoire à votre place via vos médias, ce qui est très important, c'est là où vous contrôlez donc cette information et vous êtes en mesure de pouvoir donner, insuffler de la positivité dans votre diaspora et aussi sur le continent en mettant en avant des réussites vraiment claires et tangibles du continent africain. Est-ce que, Jules, justement, la volonté, par exemple, des membres de l'AES de créer eux-mêmes leurs propres médias, elle traduit cette envie de se réapproprier son narratif? Oui, je pense que cela vient de cette logique. Comme vous le savez, les pays de l'AES ont suspendu certains médias occidentaux, notamment RFI et France 24. Même si malheureusement ou heureusement il y a la possibilité toujours dans ces pays de pouvoir avoir accès, c'est, comme le disait Frédéric tout à l'heure, la nécessité de contrôler ses propres instruments. C'est vital. Et je dis souvent, je l'ai d'ailleurs dit dans le livre, l'Afrique, dans le domaine médiatique, comme dans d'autres domaines d'ailleurs, est comme la poubelle du monde. Nous sommes une éponge qui absorbons tout. On reçoit tous les médias, y compris des médias dont les positions vont clairement à l'encontre de nos intérêts. C'est juste pas admissible parce qu'il n'y a qu'en Afrique que vous voyez ça.
Vous avez parlé tantôt de l'exemple de la Chine, on peut parler d'autres pays comme l'Iran et tout. Il y a des pays où quand vous arrivez, pour avoir accès à certains médias, c'est juste pas possible. Pourquoi? Parce que l'État souverain décide de ce qui va arroser son territoire. Parce que, comme je l'ai dit, il y a une corrélation très forte entre médias et façonnement de l'opinion publique. Si vous laissez diffuser chez vous, tous les jours, des médias qui viennent vous dire que les Africains ne savent faire que la guerre, que les Africains n'ont rien à manger, que les Africains sont incapables, vous créez effectivement un complexe d'infériorité auprès de votre propre population. Et c'est le narratif qui a été construit pendant longtemps sur l'Afrique. Et je tiens à préciser ici, quand on parle des médias, il faut voir ça de manière très large. Il ne s'agit pas seulement de la télévision ou de la radio. Oui, aujourd'hui, les canaux de communication... On peut parler également, vous avez parlé des TikTok réseaux en sociaux, Afrique est bien très sûr. prégnant. On peut parler également du cinéma, parce que le cinéma a beaucoup contribué à créer ce mur de complexe. Vous vous rappelez tous qu'on regardait des films où l'afro-descendant était toujours dévalorisé, c'était les boueurs, c'était le videur de poubelles. Et par exemple, les Chinois, ils ont refusé ça. Aujourd'hui, si vous faites un film qui ne correspond pas à la perception que le Chinois se fait de lui, il ne sera tout simplement pas diffusé en Chine. Et comme vous avez intérêt à intégrer ce marché, puisqu'il est l'un des plus, sinon le plus important du monde, vous adaptez. Et c'est pour ça que vous allez voir qu'aujourd'hui, dans le cinéma, il y a des films qui sont faits à Hollywood, mais il y a une version qui est faite pour le marché chinois. Ça, c'est aussi ce qu'on appelle avoir la puissance et maîtriser effectivement l'effectivité de son territoire. Aujourd'hui, en Afrique, vous avez des chaînes qui font la promotion de la xénophobie. Vous avez des chaînes qui font la promotion d'un certain nombre de phénomènes qui sont décriés, qui sont considérés comme des crimes en Afrique, mais qui sont diffusés en Afrique. C'est un réel paradoxe. Et vous vous demandez, mais comment on laisse faire ça? Donc je pense que la question du narratif, c'est la clé. Parce que si vous laissez quelqu'un raconter votre histoire à votre place, mais il la dépeint comme il veut. Pendant longtemps, on a, par exemple, je prends un exemple précis, l'ancien président de la République centrafricaine, Bokassa, on l'a présenté comme un anthropophage. Ça a été écrit, notamment dans un journal français, Paris Match, qu'il mangeait de la chair humaine fourrée à la banane. Ce qui est une véritable affabulation. Mais parce que nous n'avons pas nous-mêmes travaillé sur notre histoire, les autres l'ont raconté à leur manière, en essayant effectivement de nous dépeindre d'une certaine manière, et c'est pour cela qu'il y a ce regard dédaigneux sur l'Afrique. Et c'est pour ça que le thème de cette émission est vital, parce que tant qu'on n'aura pas compris cela, on aura du mal à nous projeter et à nous faire accepter sur la scène internationale. Juste pour rebondir, vous savez, dans le monde, il y a la misère partout. Il faut le savoir, il faut l'entendre. Mais c'est une question de communication. Je prends l'exemple de American Way of Life aux États-Unis. C'est-à-dire que je viens aux États-Unis, je pars de zéro et je peux devenir quelqu'un. Moi, j'étais aux États-Unis pendant 2 ans, j'ai travaillé aux États-Unis pendant 2 ans et j'ai vu qu'il y avait énormément de misère. Mais lorsque je n'étais pas encore allé aux États-Unis, ce que la télévision me renvoyait, je voyais par exemple, pour prendre un exemple concret, par exemple les chanteurs de hip-hop, je les voyais avec plein d'argent, je voyais, bref, toute une construction autour de la réussite américaine qui montrait que tu peux partir de zéro et devenir quelqu'un et que tout le monde vit bien là-bas. Et lorsque je suis allé sur place, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. C'est pour ça que je fais le parallèle avec l'AES. Même si dans les pays de l'AES, il y a des difficultés, c'est important qu'ils se réapproprient leurs propres médias pour pouvoir donner aux gens, au monde, une image aussi positive de ce qui s'y passe. Il n'y a pas que les pandémies, il n'y a pas que la guerre, etc. Il y a aussi des initiatives qui sont prises sur ces territoires qui sont intéressantes. Aussi l'appel, par exemple, à des investisseurs potentiels. C'est-à-dire que si vous vous réappropriez et que vous démontrez, et c'est vu, moi je suis enseignant dans la finance. Et je sais que lorsqu'un État veut se développer, il est très important que la communication soit faite sur les réussites locales. C'est-à-dire que ce ne sont pas les étrangers qui viennent investir chez nous qui réussissent. Les gens vont se poser des questions, ils vont se dire, ok, vous-même les locaux, vous n'arrivez pas à développer votre espace. Comment se fait-il que moi qui veux venir de l'extérieur, je vais le faire? Et ça passe par la communication des médias. Parce que médias égale
connaissance. Mais dans une ère hyper connectée, comme on l'a dit, comment se détacher de ce narratif qui est implanté? Comment faire la distinction? On est aussi à une ère des fake news, l'IA est très présente. Comment se détacher? Comment faire la distinction entre notre narratif qu'on doit se réapproprier et celui dans lequel on est baigné au quotidien via le cinéma, via la télé, via les réseaux sociaux? Il faut avoir ses propres instruments. C'est déjà la base. Il faut avoir ses propres instruments. Lesquels? Ça veut dire ses propres médias, autant pour moi. Si vous avez vos propres médias, vous avez une capacité de contrôle. Vous avez pris l'exemple de la Chine tout à l'heure. Il est évident que le jeune chinois n'est pas autant exposé que le jeune africain. Pourquoi? Parce que le narratif qui lui est servi est un narratif qui entre en droite ligne avec la vision de la Chine. Donc l'Afrique doit pouvoir avoir ses propres instruments. Deuxième élément fondamental, il faut réguler. On n'est pas obligé de diffuser sur notre territoire tous les médias qui existent. Ça n'a aucun sens. On peut décider, comme c'est le cas d'ailleurs partout, de ce qu'on peut regarder dans nos pays ou pas. Je prends souvent cet exemple parce que cela m'amuse. Je voyage beaucoup en Afrique. Mais quand vous arrivez dans les capitales africaines, vous arrivez dans des hôtels, vous avez immédiatement accès à des chaînes occidentales. Vous avez même parfois du mal à avoir accès à la chaîne nationale du pays dans lequel vous êtes. Parce que j'ai cette curiosité professionnelle qui fait que quand j'arrive au Mali, quand j'arrive au Niger, j'ai envie de regarder des informations sur la télévision. Mais généralement, à l'hôtel, je n'ai pas ces chaînes-là. Mais j'ai rapidement toutes les grandes chaînes internationales que vous connaissez. Mais quand je fais le chemin inverse, quand j'arrive en Europe, je me retrouve dans un hôtel, je n'ai pas accès à une seule chaîne africaine. Pourquoi? Quand vous arrivez en Afrique, dans les aéroports, ce sont les chaînes occidentales qui passent à longueur de journée. Non, c'est d'abord un problème de prise de conscience. Si vous décidez de vous exposer tous les jours à des médias qui vous disent que vous êtes inférieur, à des médias qui vous disent que vous êtes des barbares, vous finissez par le penser. Si vous laissez votre épouse, vos enfants consommer justement une information qui va les détruire, ils finissent par être détruits. Je prends souvent cet exemple prosaïque pour que les gens comprennent très bien. Si vous laissez vos voisins venir chez vous tous les jours et dire à votre femme que vous êtes un irresponsable, que vous êtes un voyou, dire à votre enfant que vous ne savez pas quoi faire, ils finissent par le croire. Pourquoi nous, aujourd'hui en Afrique, on doit laisser que ceux qui informent nos populations sont ceux qui ont le moins d'intérêt à ce qu'on ait une population bien informée? La question que je pose dans le livre, c'est de savoir pourquoi ces États vont mettre autant d'argent pour avoir des médias qui arrosent l'Afrique. Est-ce que vous pensez sérieusement que ce qui les préoccupe, c'est que les Africains aient la bonne information? Non, ce n'est pas des philanthropes. C'est juste qu'ils savent que dans leur politique expansionniste, ils ont besoin de contrôler nos opinions publiques pour mieux faire leur business. Et comme je dis souvent, si vous contrôlez l'opinion publique d'un État, vous n'avez même plus besoin de faire des grosses guerres parce que vous arrivez à leur faire penser. Soft power. Oui, comme vous voulez, et ils consomment comme vous voulez. Donc, vous avez réussi votre pari en faisant le moins d'efforts possible. Je voudrais qu'on rebondisse justement sur ce que vous venez de dire. L'Afrique, c'est le terrain de conquête des Occidentaux, mais pas seulement. Je pense aussi à la Russie, notamment, qui se pose comme des défenseurs des souverainetés africaines, qui s'opposent au discours néocolonial de l'Occident. Moi, je voulais savoir, selon vous, si finalement, ils ne reforment pas cette forme d'emprise que l'Occident propose. Ce qui est sûr, c'est que peu importe le partenaire économique que nous aurons, ils viennent pour défendre leurs intérêts sur le continent. Ça, c'est clair et net. Il n'y a personne qui va venir chez nous et nous aider à nous développer en ne gagnant pas. Et même s'ils le font, c'est toujours dans un but, eux, de s'enrichir d'abord. On prend par exemple le cas de la Chine, qui vient et qui construit à tout va sur le continent africain. Par exemple, au Kenya, ils ont construit une grande autoroute qui va de l'aéroport jusqu'à la fin de la route. Et derrière, vu que les Kenyans ont pris un gros crédit, les Chinois exploitent la route sur 150 ans. C'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que tous les péages, ce sont les Chinois qui vont payer. Donc, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que, donc à tous les niveaux, ça va se voir. C'est-à-dire que si déjà d'un point de vue économique, nos partenaires souhaitent se démarquer et faire de l'argent sur le continent, tout en ayant plus ou moins, c'est-à-dire en mettant, c'est-à-dire de l'adhésif
et en n'ayant peut-être plus un discours réducteur comme par exemple l'ont eu nos partenaires coloniaux, si je peux appeler ça partenaire entre guillemets, mais plus vont venir avec un discours, c'est-à-dire ok, nous sommes partenaires gagnants-gagnants. Il n'y a pas ça, ça n'existe pas. Donc en fait, pour revenir donc à l'information, et le fait que par exemple ces grandes puissances avec lesquelles on travaille aujourd'hui veulent déconstruire le néocolonialisme en Afrique et venir avec un nouveau narratif, comme vous l'avez évoqué, je pense que nous sommes maintenant dans une situation où peu importe ce qui se fait au niveau de la Chine et de la Russie va s'importer sur le continent. Je m'explique. Est-ce que c'est pas insidieux? Je m'explique. Là où je veux en venir, c'est quoi? C'est que, par exemple, le confucianisme. Vous savez qu'il y a des écoles du confucianisme qui sont en train d'ouvrir sur le continent africain. Le confucianisme, c'est lié avec la Chine. C'est-à-dire, moi, j'ai étudié en Chine et je sais que Confucius, c'est le mode de pensée chinois. Donc, en fait, maintenant, ils commencent à importer, même dans certains endroits, la Chine, dans certains pays d'Africains, la Chine en Afrique. Et ils commencent aussi à créer des groupes scolaires, des centres culturels chinois, par exemple, pour pouvoir distiller la langue chinoise, la pensée chinoise et le mode de fonctionnement chinois. Donc, en fait, on change de néocolonial pour un autre nouveau néocolonial, mais qui met plus de crème. Oui, j'ai envie de dire c'est de bonnes guerres. Je ne sais pas si on se comprend, c'est de très bonnes guerres. La Russie... Est-ce qu'il n'y a pas un risque de perte de souveraineté des États africains? Parce qu'on parle de guerre informationnelle, mais il y a des conséquences aussi militaires, économiques sur le continent. Est-ce que le fait de dépendre de ce narratif qui est dicté d'une certaine façon par la Russie, est-ce qu'il n'y a pas une perte de souveraineté? Est-ce qu'on ne revient pas au point de départ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faut nuancer. Vous savez, la guerre, c'est aussi la stratégie. Et il faut rester lucide. Les pays africains sont encore à plusieurs égards très faibles. Et quand vous êtes dans cette position, stratégiquement, vous pouvez ou vous devez avoir des alliés forts. Aujourd'hui, la Russie fait un calcul qui est simple. Il y a un nouveau vent qui souffle en Afrique, un vent de souveraineté. On va surfer sur cette vague-là pour nous positionner. Mais je crois qu'aujourd'hui, les Africains sont suffisamment matures pour ne pas commettre les mêmes erreurs. La Russie n'est pas en Afrique parce qu'elle aime les Africains plus que les Occidentaux. Non, la Russie est en Afrique pour la conquête et la sauvegarde de ses intérêts. C'est à nous autres Africains maintenant de saisir cette opportunité unique pour nous battre pour nos intérêts. Je ne sais pas si on se comprend. Donc là, moi, c'est un choix tactique. Je peux vous garantir que l'AES n'aurait pas réussi à tenir autant sans la Russie. Il faut rester lucide. Donc, à un moment donné, vous faites des partenariats stratégiques qui peuvent être des partenariats ponctuels. Parce que, comme on le dit en stratégie, la seule certitude, c'est l'incertitude du lendemain. Vous ne soyez pas surpris que dans 20-30 ans, ce soit la Russie qui soit, par exemple, dans la position de la France aujourd'hui en Afrique. Je peux vous prendre, pour exemple, le cas de l'Afghanistan. Quand les Russes étaient en Afghanistan et se battaient, les talibans étaient considérés par les Américains, selon leur narratif, comme des combattants de la liberté, comme des gens qu'il fallait défendre. Une fois que ce sont les Américains qui se sont retrouvés contre les talibans sont devenus des terroristes. Vous voyez bien que tout cela évolue. C'est comme ça que le monde évolue et la scène internationale est essentiellement dynamique. Aujourd'hui, la Russie surfe sur quelque chose et ça arrange aussi, d'une certaine manière, certains États africains et c'est pour cela qu'il y a comme, si vous voulez, ce réchauffement diplomatique. Donc là, on est dans un donnant-donnant plus qu'une relation suivie. Monsieur Domché, oui. En fait, pardonnez-moi, mais je pense que le souci que nous avons aujourd'hui, c'est que moi, personnellement, je perçois la Russie, la Chine et aussi les États coloniaux européens, c'est plutôt choisir entre la peste et le choléra. Pourquoi? Je m'explique. Nous sommes dans des cycles de construction d'Afrique qui sont des cycles longs. C'est-à-dire qu'on a besoin de développement sur le continent africain. Et le fait de choisir un partenaire plutôt qu'un autre, en réalité, ne nous met pas dans une position, un partenaire extérieur, bien entendu, international. Et c'est pour ça que vous allez comprendre ce que je veux dire, parce que je pense que l'Afrique va se développer uniquement avec les Africains. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une situation où, lorsque la Chine ou la Russie viennent sur le continent africain, que ce soit via Wagner, que ce soit avec la Chine, avec ses importants investissements économiques, il n'y a pas
il y a certes une construction, mais il n'y a pas de suivi. C'est là où le problème se pose. Lorsque, par exemple, la Chine vient construire, elle ne forme pas forcément des ingénieurs africains qui vont pouvoir ensuite maintenir les infrastructures et après les développer. C'est-à-dire qu'elle vient clairement faire du business et après, elle prend ce qu'elle apprend et parfois même, ce sont les ingénieurs chinois qui viennent construire sur le continent africain. Donc, et après, qui s'en vont avec leur savoir. Donc, en fait, on est dans une situation... Et pour le cas de la Russie, on peut rappeler quand même qu'ils partent avec certains dommages. On peut penser au cas de la République centrafricaine, où il y a eu les populations locales qui ont été lésées. Oui, c'est une réalité. C'est-à-dire, c'est une réalité au jour d'aujourd'hui. Nous sommes dans une position où il y a le fait que, par exemple, l'AES, je prends le cas de l'AES que vous avez évoqué, le fait que s'il n'y avait pas la Chine, l'AES n'aurait pas pu prendre son indépendance. La Russie. Nous sommes dans une situation où est-ce que ce n'est pas aussi un effet d'annonce, c'est-à-dire que, ok, je me positionne aujourd'hui en tant qu'un État indépendant, 3 États indépendants pour l'AES, juste pendant ce temps-là, et après, malheureusement, comme je serai dans un cul-de-sac, je serai obligé de donner à la Russie ou à la Chine des importants projets. Et après, maintenant, je me retrouve toujours dans la situation où ma population est pauvre. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que lorsqu'un État indépendant devient indépendant et se coupe du néocolonialisme, c'est dans le but de développer et de faire en sorte que sa population soit plus riche. Est-ce qu'on sera dans cette situation? Non, je veux qu'on se comprenne très bien, parce que ce que vous dites conforte ce que je suis en train de dire. Je veux dire que quand je dis aujourd'hui le partenariat avec la Russie est un partenariat crucial et vital, c'est qu'à un moment donné de l'histoire, vous êtes obligé de composer. Le Mali aujourd'hui, malgré toute sa détermination et sa bonne volonté, ne peut pas faire face au monde occidental. Il faut qu'on reste lucide. Parce que rien que dans le domaine militaire, vous le savez certainement, à un moment donné, les pays occidentaux refusaient de vendre des armes au Burkina Faso, au Mali, au Niger pour lutter contre le terrorisme. Et vous vous retrouvez face à des adversaires, soi-disant terroristes, qui sont mieux armés que vous. Vous n'avez pas les moyens. La Russie aujourd'hui a permis que ces pays puissent avoir des moyens militaires, au moins de faire cette guerre-là. Donc vous voyez très bien qu'à un moment donné, vous êtes obligé d'être lucide. Vous êtes obligé d'être lucide parce que il ne s'agit pas, c'est pour ça que je disais, l'objectif ne doit pas être de changer de maître. Il faut savoir à un moment donné, tactique, utiliser un partenaire parce que les intérêts du moment vous obligent à être ensemble. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure à Soukaina que je ne serais pas surpris que dans 50 ans, si les choses ne sont pas bien faites, que la Russie se retrouve dans une position où elle va être expulsée de l'Afrique. Parce que justement, les choses ne se seront pas passées comme elles devraient l'être. Donc, on est dans une situation où l'Europe, pour se développer, a eu besoin du plan Marshall. À un moment donné de l'histoire, la conjoncture vous impose des alliances ponctuelles et stratégiques. Ce que je dis, c'est que c'est à nous autres Africains de savoir faire la part des choses. Moi, je dis toujours, l'Afrique est comme une fiancée qui a plusieurs courtisans. C'est à elle de savoir comment faire pour ne pas se faire berner. Parce que l'avantage de la multipolarité aujourd'hui fait en sorte que on ne soit plus dans une position de néocolonialisme absolu. Le fatalisme qui était le nôtre il y a même seulement 10 ans a disparu. Aujourd'hui, la France ne peut plus faire du chantage parce qu'il y a la Russie. À l'époque, pourquoi la France arrivait à faire du chantage et à faire la pluie et le beau temps en Afrique? Parce qu'elle était la seule puissance qui détenait une sorte de force de feu en Afrique avec ses bases militaires. Et c'est pour ça que certains chefs d'État, comme l'ancien président tchadien Idriss Déby, disaient, fort à propos, que c'est la météo de la France qui détermine ce qui se passe à N'Djamena. Aujourd'hui, la France n'est plus trop dans cette position parce que les Russes viennent et ils disent, écoutez, nous aussi, on peut vous apporter de la force de feu. Et d'ailleurs, on est mieux équipés que les Français. Maintenir leur puissance et leur influence via la guerre informationnelle, c'est acceptable? C'est de bonne guerre. Moi, je ne suis pas là pour juger ce qui est acceptable ou pas. La scène internationale, c'est une jungle. C'est à chacun de se protéger. Les Russes sont dans la quête de leurs intérêts. À nous de faire en sorte que leur intérêt ne se fasse pas au détriment des nôtres. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, quand la Russie développe ses médias, vous savez, la Russie a développé aussi ses médias parce qu'elle avait besoin que son narratif Impact soit suivi. C'est pour cela qu'ils ont fait Russia Today, qu'ils ont fait Sputnik, qui se sont arrangés à ce que ces médias puissent également être disponibles en Afrique. C'est ce que la Chine a fait avec CCTV. C'est ce que Israël a fait avec I-24. Parce que si vous voulez voir le changement,
Avant qu'I-24 ne soit créé et puisse arroser l'Afrique, les Africains avaient une position très radicale vis-à-vis d'Israël. Aujourd'hui, où ils sont arrosés par un média qui vient tenir un autre discours, vous verrez quand vous échangez avec les Africains que leur position est de plus en plus nuancée. C'est ça l'effet, effectivement, des médias dans le façonnement de l'opinion publique. Donc, moi, je ne suis pas là pour juger ou pas juger, je regarde ça très froidement. La Russie utilise les armes dont elle a besoin. Il s'avère aujourd'hui qu'on a le même ennemi, ou si vous voulez, le même adversaire. À nous de savoir comment manager avec la Russie pour ne pas retomber dans les mêmes travers. Si la Russie a la possibilité de nous coloniser, elle ne se gênera pas. Il faut rester lucide. Et c'est la même chose avec les États-Unis. Ce qu'il faut savoir vis-à-vis de la Russie et des États-Unis par rapport à l'Afrique, c'est que ce sont des puissances qui ont contribué à la première vague de décolonisation en Afrique. Pas parce qu'ils aimaient les Africains, mais parce qu'ils voulaient leur part d'Afrique. Et ils se sont rendus compte que tant qu'on laisse les puissances coloniales s'accaparer l'Afrique, nous, on n'y entrera jamais. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont développé déjà, même au niveau des Nations Unies, des discours qui arrangeaient les indépendantistes africains en disant l'autodétermination des peuples. À ce moment-là, nous, Africains, on saisit la balle au bon en disant, mais écoutez, les États-Unis pensent que chaque peuple est libre. C'était un moment ponctuel. Sauf qu'une fois qu'on a eu ces semblants d'indépendance, ça a permis qu'ils puissent également entrer en Afrique. Et une fois qu'ils sont entrés, ils développent également ce qu'on reprochait aux autres. Donc, c'est pour ça que dans la construction du narratif, il faut faire très attention. C'est à nous, autres Africains, maintenant, de bâtir aussi notre narratif. En fait, je pense personnellement, et je me base sur des faits historiques, bien clairs, bien précis, que aucun État n'est jamais devenu développer un autre. Et vous l'avez dit, je ne contredis pas ce que vous êtes en train de dire, on va dans le même sens. Maintenant, le problème qui se pose, c'est quoi? Vous avez pris l'exemple du plan Marshall qui a, entre guillemets, développé l'Europe, redéveloppé l'Europe parce qu'il a été amoindri par la guerre. Après la Seconde Guerre mondiale, ce plan Marshall a été mis en place. Le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que nous ne sommes pas dans cette situation. Nous avons un continent qui n'a jamais été un continent... en tout cas dans l'histoire récente, un continent qui était le fer de lance économiquement, politiquement ou socialement dans sa manière de se projeter à l'international. Vous faites bien de dire dans l'histoire récente. Oui, dans l'histoire récente, voilà. Je l'ai bien dit, pas avant. Donc en fait, nous sommes dans une situation où, si on regarde bien l'histoire, on voit bien que tous les partenaires qui sont venus chez nous, peu importe, que ce soit le néocolonialisme, que ce soit les acteurs récents, on se rend bien compte que nous sommes toujours sous domination. C'est pour ça que je rejoins 90% de ce que vous dites, mais il y a 10% où je ne suis pas d'accord, parce que lorsque vous prenez... on vous écoute sur ces 10%? Lorsque vous dites que c'est à nous de maintenant savoir tirer parti de l'aide de la Russie pour pouvoir derrière... Je pense au développement, vous pensez à se développer, parce que c'est ça le but au final de tous les instruments qui sont mis en place dans une république. C'est le développement qui est la base, c'est l'économie qui est la base. Juste pour terminer, après je vais vous laisser. Oui. Donc en fait, tant que nous allons être dans une situation où il y aura une force extérieure qui va venir et qui va vous dire nous avons une nouvelle alternative pour vous, venez, grâce à ça, vous n'allez plus, entre guillemets, chanter la Marseillaise, mais vous allez maintenant pouvoir parler plusieurs différentes langues sur votre territoire. Lorsque je parle de langue, c'est différentes influences, parce que lorsqu'un État vient nous aider, il vient avec son influence aussi, la Russie, la Chine, peu importe. Donc nous vous permettons cela. Je ne connais pas dans l'histoire du monde un État qui est venu soutenir un autre, lui a permis d'accéder à son développement. C'est pour ça que je dis que c'est très important de toujours se dire que l'Afrique va se développer lorsque nous allons, nous tous, parce que nous sommes puissants, seulement on nous a fait comprendre, comme on a parlé de guerre informationnelle, que nous ne l'étions pas. Nous le sommes. Et tant que nous, les 52, 53, 54 pays, ou les régions, c'est-à-dire que si on veut réduire ça à des régions économiques, comme par exemple la CEMAC ou la CEDEAO, entre guillemets, nous n'allons pas réellement être capables de gérer nos problèmes. On aura du mal à se développer, on ne va pas le faire. Je prends un dernier exemple avec la CEDEAO, par exemple, qui a voulu intervenir lorsque... Et on poursuivra après une courte tout à fait. De pause. Je vous laisse oui, lorsque l'AES a pris son indépendance et que la CEDEAO était incapable de régler ce conflit où elle s'est positionnée, on passe
et que les puissances extérieures, entre guillemets, donnent la solution à l'AES pour qu'elle puisse continuer à exister, nous sommes dans une situation où nous allons rester des vassaux, des valets des puissances occidentales et non occidentales, parce que nous ne sommes pas capables d'avoir l'autodétermination, nous ne sommes pas capables de nous organiser nous-mêmes en tant qu'entité forte pour pouvoir gérer nos problèmes. C'est là où le bas blesse. Je vous propose de répondre, Jules. On va prendre une courte pause. Le débat est riche et se poursuit dans un instant. Restez sur Vox Live. Et on reprend le débat sur Vox Live, guerre informationnelle, une nécessité impérieuse pour l'Afrique. On débattait à l'instant, vous le disiez Frédéric, vous évoquiez, je vais reprendre vos termes, l'Afrique ne doit pas être le valet d'une puissance coloniale. Jules, vous voyez réagir oui, en fait, à quelques minutes. je pense qu'on dit peut-être la même chose avec des mots différents. Je dis juste que à un moment donné, il faut faire la part des choses. Il faut être lucide. On ne peut pas, dans la configuration qui est la nôtre aujourd'hui, vu le nombre d'ennemis en Afrique, se payer le luxe de faire une guerre qui va être perdue d'avance. L'une des choses dans la relation internationale, c'est de savoir mesurer le rapport de force. D'accord ? Et je crois qu'on l'a dit, je l'ai suffisamment dit. C'est à nous de savoir comment protéger nos intérêts. Il y a des alliances qui sont ponctuelles, qui sont stratégiques parce que la conjoncture le commande. Et c'est le cas aujourd'hui avec la Russie. Et comme vous l'avez bien vu, et je pense que les dirigeants de l'AES sont sur cette voie-là, la Chine aussi est en train de faire son entrée de manière très forte sur le plan militaire. Donc, vous verrez que dans les années à venir, sur le plan militaire, vous aurez l'armement chinois, vous aurez l'armement russe, vous aurez l'armement occidental en Afrique. C'est toujours mieux dans la vie d'avoir le choix. Avant, on n'avait pas le choix. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est en train de se battre pour avoir le choix, parce que c'est aussi ça la souveraineté. Et je dis, oui, moi je suis de ceux qui pensent que personne ne peut aider les Africains à part eux-mêmes. Notre solution passe par nous-mêmes. Mais je ne veux pas non plus avoir un discours fantasmé qui voudrait dire que souveraineté tout de suite et immédiate. Et où je voulais relever peut-être ce qui peut sembler comme une contradiction dans nos points de vue, c'est que moi, je vais par étapes. Le combat aujourd'hui en Afrique n'est pas le développement ou le progrès. Le combat, c'est la souveraineté et la liberté. Parce que vous ne pouvez pas vous développer si vous n'êtes pas libre, si vous n'êtes pas souverain. Donc l'étape à laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est d'abord celle d'arracher notre souveraineté. Une fois qu'on l'aura, on pourra maintenant parler de développement parce qu'on aura les coudées franches. Comment vous voulez que les gens se libèrent quand ils sont enchaînés? Comment vous voulez que les gens puissent travailler quand aucun instrument ne dépend d'eux? La monnaie. Les politiques économiques sont définies ailleurs. Aujourd'hui, dans la plupart de nos États, c'est le FMI qui gère nos États. Comment vous pouvez vous développer dans ces cas de figure? Donc, je pense qu'il faut qu'on aille étape par étape. Pour moi, l'étape fondamentale, et c'est en ça que l'AES constitue un véritable espoir, c'est la conquête, ou si vous voulez, la reconquête de notre souveraineté. Le droit de pouvoir dire non à la France, de pouvoir dire non aux États-Unis, de pouvoir demain dire non à la Chine. Parce que, justement, on s'est donné la possibilité d'avoir le choix. Avant, on n'avait pas le choix. Vous avez vu ce qui s'est passé, notamment dans l'AES, au Mali. On s'est retrouvé en train de faire 12 ans de lutte contre le terrorisme, où au lieu que le terrorisme recule, il a plutôt progressé. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas le choix. C'est les autres qui définissaient ce qu'on devait faire. C'est-à-dire, c'est en France qu'on décidait comment on va lutter contre le terrorisme au Mali. Dans ces conditions, comment on pouvait réussir. La différence aujourd'hui avec ce qui se passe, c'est que le Mali a repris quand même une bonne part de sa souveraineté, et pour cela, elle a dû profiter de la Russie, une fois de plus, parce que imaginez un seul instant qu'il n'y avait pas eu ce rapprochement diplomatique avec la Russie, ou avec d'autres pays comme la Turquie, parce qu'on parle beaucoup de la Russie, mais on oublie qu'il y a d'autres pays également, même l'Iran. Imaginez que le Mali n'avait pas eu ce choix, mais ce serait le carnage total, parce que dès qu'ils ont dit non à la France, vous avez vu ce qui s'est passé. La France a dit on va partir, on va vous abandonner. Et faire appel justement à des militants comme Kémy Séba, ça a été prouvé avec l'affaire des Wagner Leaks l'année dernière par exemple, faire appel à ce type de profil pour orchestrer des campagnes. Je vais revenir là-dessus, je termine peut-être cet exemple. Finir. Oui, je termine sur cet exemple pour que Frédéric et moi on puisse
se mettre d'accord ou pas. Vous vous rappelez en République centrafricaine, quand Faustin Archange Touadéra arrive au pouvoir, qu'est-ce qui se passe? Ce n'était pas le choix de la France. À l'époque, la France avait une force en Centrafrique, la force Sangaris. Et qu'est-ce que la France décide de faire? Du jour au lendemain, elle décide de faire partie Sangaris. Sachant bien que la République centrafricaine n'avait pas d'armée. On a vu des images ici où on se moquait des soldats centrafricains qui s'entraînaient avec des morceaux de bois. Donc il n'y avait pas d'armée, il n'y avait même pas d'armes. Qu'est-ce que la France fait? La France décide d'abandonner Touadéra parce que ce n'était pas son choix. Et Touadéra, cherchant à survivre par tous les moyens, se retrouve en Russie. Parce qu'il a marché en France pour qu'on lui donne des armes qu'on n'a pas pu les lui fournir, parce qu'on n'avait aucun intérêt à les lui fournir, et il s'est retrouvé en Russie. Et si Touadéra est encore en Centrafrique aujourd'hui, président, c'est grâce à la Russie. C'était un partenariat stratégique. Maintenant, il s'agit de dire à Touadéra et aux Centrafricains, faites attention. Parce que les Russes qui ont accepté de vous aider à ce moment-là, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils se soucient de vous. Ils l'ont fait pour leur intérêt. Maintenant, à vous de déterminer quel est votre intérêt pour la suite. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, mais est-ce que, la question c'est de savoir, est-ce qu'ils ont la possibilité? Parce qu'on est dans dans ce rapport de force-là. C'est-à-dire, nous changeons de maître, pardon de le dire, mais je le dis, nous changeons de maître pour régler des situations. Vous avez parlé du fait que Sangaris soit parti, maintenant les Russes sont venus soutenir Touadéra. Le gros problème, ce n'est pas, et c'est pour ça que je vais contre ce que vous dites, en substance, c'est que nous ne sommes pas dans du court-termisme. Le court-termisme. Pourquoi? Je m'explique. Lorsque on change, c'est-à-dire qu'on a une nouvelle force qui vient et qui ne nous donne pas les outils de pouvoir continuer, ou bien nous n'arrivons pas à créer nous-mêmes les outils, parce que lorsque quelqu'un d'autre vient vous aider, vous n'êtes pas forcément dans une démarche où vous êtes capable ensuite d'avoir l'autodéterminisme sur le long terme. C'est ça mon problème avec toutes ces forces qui naissent. Et ça c'est déjà vu. C'est-à-dire que c'est après les grandes indépendances, et après, vous savez qu'en 1990, il y a eu un réel tournant avec le fait que les Américains aient souhaité maintenant qu'il y ait le multipartisme. Et lorsque vous voyez, il y a de nouveaux présidents qui sont venus derrière. Et c'est là où on a commencé petit à petit à faire le jeu des grandes puissances. Parce qu'on sortait, on commençait à sortir du monde unilatéral, entre guillemets, des États-Unis, la puissance occidentale. Et juste pour terminer, pour qu'on se comprenne. Ouais. Donc, lorsque nous sommes dans cette configuration où, ok, la Russie permet l'AES. Maintenant, si la Russie se retourne contre l'AES, qu'est-ce qui se passe? C'est la question qu'on doit se poser. Mais bien sûr, on se la pose. Et pour parler du cas du Centrafrique, c'est pour ça qu'il ne faut jamais négocier étant dos au mur. Quand vous négociez étant dos au mur, vous êtes battu à l'avance. Donc, ce qui se fait, c'est quoi? Vous avez un choix. Soit vous laissez mourir, soit tenir la main de l'allié stratégique du moment, et une fois que vous retrouvez votre respiration, vous arrangez à ne plus jamais vous retrouver dans une situation où vous êtes dos au mur. Et c'est ça la différence. Parce qu'aujourd'hui, en République centrafricaine, le président Touadéra a plus de marge de manœuvre qu'il y a quelques années où il n'avait pas d'armée. Aujourd'hui, vous voyez que la pression diplomatique a permis de lever l'embargo sur les armes, etc. C'est la même chose aujourd'hui au Sahel. Quand vous voyez Assimi Goïta aller visiter des usines de fabrication d'armes en Chine, c'est aussi une façon de passer un message à la Russie. C'est pour dire que si demain la Russie dit « je ne suis plus là », sachez que je peux avoir la Chine, je peux avoir la Turquie. Donc, le bras que vous tendez au moment où vous êtes au bord du gouffre, c'est juste pour sortir la tête de l'eau. Une fois que vous avez la tête de l'eau, c'est à vous maintenant de vous arranger pour ne plus vous retrouver la tête sous l'eau. Donc c'est ça l'enjeu. Mais pour le moment, quand vous êtes dos au mur, vous n'avez pas le choix. Ça veut dire qu'à un moment donné, ces États n'avaient pas le choix. C'était des décisions qui s'imposaient. C'était une question de survie. On est d'accord sur le principe. On est d'accord sur le principe que lorsque vous êtes dos au mur, s'il y a quelqu'un qui vous tend la main, vous allez la saisir pour pouvoir sortir. Oui, bien sûr. Le gros problème, ce n'est pas ce moment-là pour moi. Parce que nous sommes dans, et comme je dis toujours, nous ne sommes pas sur du court-termisme. Nous sommes sur la même chose. La grande vision. On dit la même chose. Moi, ce que je suis en train de dire depuis le début, c'est que cette opportunité est à saisir pour les Africains, notamment ceux qui ont engagé ce combat, pour ne plus jamais se retrouver dans la même situation. Donc, je pense qu'on est en train de dire exactement la même chose. Parce que pour que ça n'arrive conscience et ne plus, pas subir, oui. On entend que c'est le point de divergence que vous avez tous les deux. Je voudrais juste vous faire réagir oui, du coup. Bien sûr.
pour qu'on poursuive, le Bien temps sûr. passe malheureusement. Je voudrais justement vous faire réagir, je ne sais pas qui veut d'abord parler. Justement, vous parliez de cette collaboration. Vous, c'est les mots, c'est une collaboration tarifée dans ce cas-là, vu que c'est le militant panafricaniste Kémy Séba qui a eu une collaboration donc, avec Wagner. Je voulais savoir ce que ça traduisait pour vous, justement, ce type de collaboration, ces campagnes d'influence. Bien sûr. Via justement ce militant. Bien sûr. Je pense que Kémy Est-ce que ça Séba, traduit cette collaboration, comme vous le disiez un peu plus tôt? mais Est-ce la Russie veut sa part d'Afrique. OK? Et elle est prête à tout pour l'avoir. Elle va investir. Elle investit sur des trolls sur les réseaux sociaux, elle investit sur les médias, elle fait des partenariats avec des acteurs de la société civile africaine, autant pour moi, comme le font également les pays occidentaux. Je ne vois pas en quoi il y a quelque chose d'extraordinaire. L'essentiel des ONG qui pullulent dans les pays d'Afrique francophone sont bien financés par quelqu'un. Ils ne financent pas ces ONG par philanthropie. Donc, chacun utilise ses armes. Donc, pour moi, il n'y a rien qui mériterait qu'on s'y attarde plus que ça. Et je pense que, pour revenir à Kémy Séba, il n'a jamais fait un mystère de cette collaboration avec les Russes. Donc, à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Quel est le procès qu'on va faire à ce moment? Non, il faut qu'on soit lucide. Une guerre nécessite des moyens et parfois, vous êtes obligé d'avoir des alliés stratégiques pour avoir ces moyens. Est-ce que ce n'est pas un outil finalement? Mais c'est un outil, on le dit depuis le début. Maintenant, c'est à vous de décider si vous voulez rester un instrument ou pas. Parce que parfois, ce que vous oubliez, c'est que celui qu'on prend comme le manipulateur peut s'avérer par la suite être le manipulé. Je peux décider à un moment donné de jouer votre jeu parce que mon intérêt du moment le commande, mais je sais très bien ce que je fais. De porter son propre discours. Bien En fait, Frédéric. là, on est d'accord, je suis d'accord sur le principe. C'est-à-dire que nous saisissons l'opportunité que nous avons. Mais je pense que la souveraineté doit se jouer à deux niveaux. Au niveau géopolitique, au niveau des politiques géopolitiques qui sont menées, le fait qu'on puisse jouer avec différents acteurs qui peuvent nous accompagner, mais aussi au niveau local, et je parle d'éducation. Numérique, Éducation de base. C'est-à-dire que l'éducation d'un enfant de 0 à 18 ans et ensuite ce qu'il va apprendre à l'université. Donc, et pourquoi? Parce qu'il faut que la souveraineté doit s'inculquer dans les générations et les générations. Je prends le cas de la Chine. Lorsqu'ils ont été bâillonnés par les Japonais pendant très longtemps, c'est au niveau de l'école qu'ils se sont repliés et qu'ils ont commencé à faire comprendre aux Chinois, aux jeunes Chinois, que nous sommes capables de renverser la tendance, nous sommes capables d'être les numéros 1 et c'est le cas aujourd'hui, au niveau économique en tout cas. Donc c'est pour ça que je pense qu'on ne doit pas juste regarder ce qui se fait par rapport à l'actualité, c'est-à-dire l'AES qui commence à jouer avec différents acteurs, mais que l'AES aussi est une stratégie pour que ces enfants qui vont à l'école et de réformer le système de l'éducation. Mais ça, c'est fait, hein, Frédéric. Il faut voir, l'AES aujourd'hui, quand vous prenez un pays comme le Mali, il y a toute une refondation, il y a tout un ministère de la refondation qui a été mis sur pied. Non, et le fait que ce soit fait ou pas n'est pas le problème, n'est pas le narratif dans le débat. Voilà. C'est les axes que je donne. Non, je dis parce que justement, vous avez tendance à penser qu'ils sont dans une réaction ponctuelle. Non, je pense qu'ils ont très bien compris que ce qui se fait ponctuellement là ne peut pas durer et qu'il va falloir préparer l'avenir. Ce sont les résultats qui vont pouvoir en témoigner. Laissons le temps au temps. Ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il y a déjà une avancée qui est notable. Il y a déjà une avancée qui est notable, c'est que ces pays ont réussi à faire en très peu de temps des choses qu'on pensait impossibles. Donnons-leur maintenant le temps de vraiment construire. Parce que la Chine, qu'on prend en modèle, a eu besoin de combien de temps? 40 ans. Voilà, il faut travailler là-dessus. Je suis totalement d'accord avec vous. Quand on parle du narratif, c'est aussi la question de l'éducation. Les médias, comme je le disais au début de l'émission, ont aussi un rôle d'éducation. Il va falloir éduquer les masses. Et c'est pour ça que je dis, on saisit l'opportunité, on sort la tête de l'eau. Une fois qu'on a sorti de la tête de l'eau, on dit comment on fait pour ne plus jamais avoir la tête sous l'eau. Parce que ce qui s'est passé pour tous ces pays, c'est que ce sont des négociations d'urgence. Quand vous négociez dans l'urgence, vous n'avez pas le choix. Parce que si vous n'acceptez pas l'unique main tendue à ce moment-là, vous êtes perdu. Mais une fois
que vous êtes sorti du trou, si vous retombez, c'est vous le problème. C'est pour ça que je dis, c'est une fenêtre de tir extraordinaire qui s'ouvre aujourd'hui à l'Afrique, avec justement cette remise en cause de la domination occidentale dans le monde, avec le développement des BRICS. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne suis pas sûr qu'on aura encore une opportunité comme ça. C'est pour cela qu'on ne doit pas mal gérer cela. On est dans une situation où nos ennemis, nos grands ennemis s'affrontent. Moi, je suis très content de la tension qui existe entre la Russie et le monde occidental. Je suis très content de la tension qui existe entre le monde occidental et la Chine. Je suis très content de voir les BRICS dire on veut dédollariser le monde. Maintenant, c'est à nous autres Africains de dire comment on saisit cette opportunité pour enfin nous libérer. Parce qu'on est dans une posture... la souveraineté numérique. Oui, bien sûr, à tous les niveaux. Et justement, je rebondis sur ça. On le disait, hein, il y a différents canaux d'information sur le continent, beaucoup les réseaux sociaux. On sait que ça influence les politiques, voilà. Comment est-ce que justement on peut se saisir de cette nouvelle technologie via la jeunesse notamment? Comment est-ce qu'on peut se saisir de ces nouvelles technologies pour se réapproprier et pour casser ce narratif? Je pense personnellement que les jeunes se sont déjà réappropriés les réseaux sociaux, hein, honnêtement. Lorsque vous voyez les influenceurs africains d'Afrique subsaharienne, que ce soit camerounais, que ce soit ivoirien, vous voyez ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Ça part de l'information vraiment pointue au divertissement. Ça va c'est-à-dire il y a énormément d'exemples de ce que la jeunesse fait et comment la jeunesse s'est réappropriée ces réseaux sociaux-là déjà. Donc je pense qu'il faudrait qu'on essaie de créer des médias sociaux aussi qui sont capables de concurrencer ce qui se fait déjà aujourd'hui, donc des TikTok, Facebook. Ça va prendre du temps. Bien sûr, comme j'ai dit, on est toujours sur des cycles longs. Ça, c'est mon cheval de bataille. C'est-à-dire qu'il faut avoir des cycles longs, des cycles de réflexion sur le long terme de comment on va faire pour que nos médias puissent être diffusés massivement, parce qu'on a déjà la culture. C'est-à-dire qu'on le voit aujourd'hui, la culture afro est une culture qui est plébiscitée. C'est-à-dire que par rapport à l'afro, que ce soit l'afro-trap ou que ce soit les sonorités qui viennent de Sud-Afrique ou bien du Nigeria, on voit qu'aujourd'hui, ce sont des vecteurs de pensée aussi. C'est-à-dire que lorsqu'un artiste vient chanter, il raconte une histoire. Et parfois, il raconte l'histoire de ses ancêtres. Donc, je pense que tant que la vague là où je suis vous rejoint, c'est qu'il y a une vague qui est partie. Et elle n'est pas partie qu'avec l'AES. Il y a une vague culturelle. On voit qu'il y a un changement au fur et à mesure. Par exemple, en France, effectivement, pour qu'il y ait des médias comme celui-ci qui mettent en avant la culture afro et tout ce qui se fait de bien dans la communauté afro, c'était très rare. C'est pour ça que c'est une superbe opportunité maintenant d'avoir la possibilité de diffuser ces médias sur divers canaux. Pour revenir sur la question des réseaux sociaux, moi je partage à moitié l'enthousiasme de Frédéric. Effectivement, nous on utilise les médias sociaux, mais essentiellement comme des consommateurs. Et c'est ça qui me pose problème. Et même la manière de consommer me pose problème. C'est-à-dire? Il y a une chose qu'il faut relever. Les réseaux sociaux ont énormément aidé. Je pense que même pour ce qui s'est passé à l'AES, les réseaux sociaux ont vraiment aidé parce que pour une fois, on avait la possibilité de communiquer sans filtre. On n'était pas obligé de passer par la censure des médias mainstream. Mais aussi, malheureusement, nous, on s'est approprié de ces médias pour un usage essentiellement ludique. Et je pense que la part de la distraction est devenue très importante. Heureusement qu'il y a quelques jeunes Africains qui font de la résistance en essayant d'utiliser ces instruments-là pour sensibiliser et éduquer leurs pairs, mais la grande majorité aujourd'hui sont dans la distraction, ce qui, moi, me pose un sérieux problème. La deuxième chose, c'est que malheureusement, ce ne sont pas nos instruments, puisqu'on peut censurer. Moi qui ai l'habitude de faire des chroniques, j'ai eu plusieurs fois des cas où certaines de mes chroniques sont censurées sur Facebook, sur YouTube. Pourquoi? Parce que je défends une position éditoriale qui n'arrange pas... Oui, je suis totalement d'accord, qui n'arrange pas ceux qui ont créé ces instruments-là. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrête en Afrique d'être des simples consommateurs. On ne peut pas passer le temps à enrichir les gens parce qu'ils ont créé leurs instruments et nous, on est juste des consommateurs. Il y a aujourd'hui la possibilité, il y a plein d'initiatives qui sont en train de voir le jour, des jeunes Africains qui essayent de faire des choses, mais généralement, le narratif a fait en sorte que nous-mêmes, on est convaincus que ce qui est fait par un Africain n'est pas de top qualité. Donc, on a une vision a priori
négative sur les choses que nous faisons. Or, nous oublions que ce n'est qu'à force de commettre des erreurs qu'on peut arriver à faire des choses très fortes. Moi, je ne suis pas d'accord. On arrive à faire en sorte justement que ceux qui essayent de faire des choses, on les encourage, même s'ils se trompent, pour qu'ils puissent effectivement s'améliorer. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites lorsque vous dites que les Africains, lorsqu'ils créent du contenu, ne sont pas valorisés par les autres Africains. C'était vrai il y a peut-être 5 ans, c'était vrai il y a peut-être 10 ans, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous pouvons citer des beaux grands influenceurs qui sont énormément suivis et dont les analyses sont reconnues et connues et reconnues par la sphère, par les jeunes afro qui s'identifient à ces modèles. Non, je crois, Frédéric, l'erreur que vous commettez, c'est que vous restez dans vos postures. Si vous faites des statistiques aujourd'hui, pour voir effectivement quelle est la... Voilà. C'est ça que vous êtes en train de vous contredire, en fait, parce que vous avez parlé tout à l'heure du fait que on doit saisir l'opportunité. Oui. Et donc, mais là, pour l'instant, les jeunes créateurs sont en train de saisir l'opportunité. Certains. Moi, ce que j'ai déploré... On a besoin de temps. Oui, moi, ce que j'ai déploré, effectivement, pour le moment, c'est la part trop importante donnée à la distraction. Oui, mais après, vous avez aussi dit qu'il y a des jeunes Africains, lorsque ils créent du contenu, les autres Africains voient ça comme « Ah, c'est un Africain, donc ce n'est pas forcément intéressant. » Oui, mais c'est clair, il y a ce complexe qui existe toujours. Oui, il y a des cas qui amènent de relativiser, mais dans la plupart des cas, ça existe. Il tend à s'effriter. Je souhaite que ça s'effrite. Il y a des créateurs de contenu africains, et de plus en plus, qui ont des millions et des millions de followers et qui ne font pas seulement dans le divertissement, mais qui aussi, et c'est aussi là que je ne vous rejoins pas. Lorsque vous dites que oui, nous avons une part trop oisive, en réalité, des réseaux sociaux, les jeunes sont orientés vers cela. Mais attention, lorsque vous parlez d'oisiveté, parfois les influenceurs, pour faire passer des idées, le mettent de manière, un contenu assez jovial, assez festif. Parce qu'il faut quand même... On sait faire la différence, Frédéric. On sait faire la différence. On peut sensibiliser par la musique, par l'humour et tout. Je termine juste. Donc en fait, il ne faut pas oublier que nous, en tant qu'Africains, notre essence quand même, nous sommes plus dans une construction sociale basée sur le bruit. Lorsque je dis le bruit, ça veut dire qu'on est plus dans, on est des personnes joviales, on est des personnes qui aiment faire la fête, qui aiment se retrouver. Moi je suis pas très sûr. Non, quand je dis faire la fête, ce n'est pas faire la fête tout le temps, mais c'est quand même, lorsqu'il y a des réunions, attendez. Moi je pense que ça peut être très dangereux d'aller sur ce terrain. Non, c'est très important que je termine, pour que les gens comprennent bien. Nous avons plutôt ces codes-là, c'est-à-dire que lorsqu'on se retrouve en famille, le dimanche, avec les grands-parents, c'est festif, ça passe toujours, on a des grandes cérémonies, et ça fait partie de notre culture. Et moi, je trouve ça très bien. Pourquoi ? Parce que lorsque les influenceurs se réapproprient cela, et que par exemple, autour du festif, autour du rassemblement des masses, entre guillemets, autour de la fête, il y a parfois toujours un message. Et ce message est parfois positif. Regardez par exemple, je prends un exemple. Regardez on arrive bientôt au terme de l'émission. Regardez par exemple cette influenceuse avec son habillement qui vient de chez nous, tel couturier l'a fait. Vous voyez, en fait, c'est une question maintenant d'approche et de compréhension de comment notre culture est faite et comment elle peut s'être... Je vous laisse conclure avant. Je vais terminer en disant, parce que c'est un débat qui mérite qu'on le poursuive. Il faut qu'on évite de prendre notre culture pour la caricature que les autres en ont fait. C'est très important parce que malheureusement, on en est arrivé à croire qu'il suffit de mettre un boubou comme celui que j'ai pour être en train de porter ou de valoriser la culture africaine. Et vous avez dit quelque chose qui peut s'avérer très grave. Les Africains aiment la fête. Ça, ce sont des clichés qui sont répandus. Parce que la manière dont on a vendu ça n'est pas la réalité. Non, vous êtes en train de simplifier à ce que j'ai dit à cela. C'est pas du tout ça. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple des grands-parents, du rassemblement, du fait que, voilà, ça fait partie de notre culture et il faut l'accepter. Le problème, c'est que vous êtes en train de rejeter pas du tout. Je veux pas rejeter. Ce que je veux éviter, c'est les clichés et les caricatures. C'est un peu comme on avait développé la raison Hélène, l'émotion aînée. C'est parce que vous voulez comprendre. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Peut-être que c'est pas ce que vous voulez dire, mais ça nous permet de faire attention à cela. Ça fera peut-être l'objet d'un autre débat. Parce qu'on a réussi justement, parce que nous n'avons pas la maîtrise sur notre narratif, à nous dire ce qui est notre culture. Je veux vous prendre un exemple qui est en train de se développer. Vous allez voir aujourd'hui que vous avez parlé d'afro-trap et tout, la danse africaine et tout, notamment d'origine congolaise, a du vent en poupe en Europe aujourd'hui. Nous, on regarde ça, on est très content de voir des jeunes Belges, des jeunes Français danser nos sonorités. Sauf que qu'est-ce qu'on en fait? Si on ne fait rien, dans 100 ans, on vous dira
que ce sont des musiques qui sont parties de Belgique pour le Congo. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il faut savoir à un moment donné saisir les phénomènes et ne pas laisser que ce soit l'autre qui définisse le narratif à notre place. Je termine là pour ne pas aller plus loin. Merci Jules, on arrive au terme de l'émission comme on vient de le dire. Guerre informationnelle, une nécessité impérieuse pour l'Afrique. Je pense qu'on a étayé plusieurs thèmes, l'ingérence étrangère, le narratif déformé, la souveraineté numérique. Merci Jules Domché d'avoir été à nos côtés. Je rappelle, et je le montre à l'antenne, que vous êtes auteur de ce livre « Médias comme instrument de politique étrangère en Afrique ». Frédéric Tchoungui, merci d'avoir été avec nous tout au long de l'émission. L'information se poursuit sur Vox Africa. Restez connectés sur Vox Live pour les prochaines émissions.